Bonjour à tous. Alors oui, moi je vais vous parler aujourd'hui de 3 projets qui sont menés à la MAP encore, centrés autour de la protection finalement des sols contre l'érosion, dans différents écosystèmes, dans des forêts, des systèmes agricoles ou agroforestiers, et dans des systèmes de bord de route, des talus routiers. Alors voilà, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça les services écosystémiques. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs catégories dans lesquelles on les rangeait et tout ça. J'arrivais ce matin avec une idée assez claire de ce sur quoi je travaillais. Et bon voilà, j'ai appris beaucoup de choses, mais finalement, voilà, je sais plus trop. Donc aujourd'hui, moi, on travaille plutôt sur la protection contre l'érosion. Est-ce que c'en est un ou pas? Vous me direz ça plus tard. Donc centré sur le système sol. Et donc voir comment l'utilisation des terres et la végétation, au sens large, pouvaient contribuer à cette protection contre l'érosion. À la MAP, on est trois projets en cours, 3 projets de postdoc, et on a tous une question en commun, c'est de savoir comment finalement, à l'échelle de la plante, les systèmes racinaires, la plante entière, mais surtout les systèmes racinaires et les micro-organismes associés vont pouvoir influencer un indicateur de l'érosion des sols, qui est la stabilité des agrégats du sol. Le sol est constitué d'agrégats en plus ou moins grande quantité et plus ou moins stables. Et en fait, quand il y a un phénomène de pluie plus ou moins intense, selon la stabilité de ces agrégats, le sol va avoir une capacité à subir l'érosion hydrique ou pas. Donc oui, ça c'est quelques photos pour vous présenter la manip de stabilité, comme je vais en parler tout au long. On récupère du sol. On fait sécher, on tamise entre 3 et 5 mm pour récupérer les agrégats. On met dans de l'eau pour simuler finalement l'immersion lors d'un phénomène pluvieux. On vide l'eau, on met dans l'éthanol pour stopper la désagrégation. Et puis après, on verse ça à travers une colonne de tamis pour récupérer la proportion d'agrégats qu'il y a en fonction de leur diamètre dans chaque tamis. Et à partir de ça, on a un indice qui va être, dans les autres diapos, le MWD, Mean Weight Dry, qui va être finalement l'indice de stabilité des agrégats. Au plus il est élevé, au plus les agrégats sont stables. C'est une méthode qui est développée par Yves Le Buissonnet au LISA, à Supagro, et qui est largement utilisée maintenant. Alors le premier projet, c'est le projet que je vais vous présenter, le projet de Luis Mirelo Martin, qui est postdoc à la MAP et qui est là dans la salle. Et alors j'ai appelé cette étude gradient d'anthropisation. Bon, c'est très bref, c'est juste pour l'appeler d'une manière. Le but de Luis, c'est de voir les liens qui peuvent exister entre la végétation et notamment les traits racinaires et les micro-organismes du sol en termes de composition et en termes de diversité. Et voir l'impact de cette relation qu'il y a entre ces deux blocs sur l'érodibilité du sol, sur la stabilité des agrégats et comment cela va varier en fonction dans différents climats et dans différents types d'utilisation des terres. Voilà, là c'est les 3 sites sur lesquels il travaille, donc en Grande-Bretagne sur des systèmes forestiers et agricoles, en milieu tempéré, donc en climat subalpin sur des forêts avec 3 altitudes différentes, et en milieu méditerranéen, donc pas très loin d'ici, à Rest-en-Clair, sur un système qui est forestier, agroforestier, agricole. Alors là je vais vous parler juste du site de Rest-en-Clair, où donc on a un gradient d'utilisation des terres, commençant par le champ, après agroforesterie, plantation d'arbres de la même espèce que dans l'agroforesterie, et puis une forêt adjacente, donc plutôt typique d'ici, chêne vert, pin d'Alep, etc. Et donc, sur ces différents prélèvements, l'hypothèse était que au plus on va avoir une intensité d'exploitation des terres forte, au moins la stabilité du sol va être élevée. C'est un peu ce qu'on retrouve sur ce graphe avec là la zone en culture avec une stabilité d'agrégats pas très forte, et puis au plus on passe vers des systèmes forestiers, au plus on va avoir une stabilité d'agrégats plus élevée. Alors les barres noires, une autre hypothèse, c'était que la présence des végétaux, et notamment la présence de l'arbre, va protéger en quelque sorte ou améliorer cette stabilité d'agrégats. Et donc là, ce qu'on peut voir avec les barres noires, il n'y a pas de différence en système de plantation ou en système forestier. Par contre, en système agroforestier, on a une influence de l'arbre qui va améliorer nettement la stabilité des agrégats. Et donc,
transition presque parfaite. Hop, on décline sur mon sujet qui est justement sur l'agroforesterie, le système agroforestier sur différents sites en France. Et voir un peu comment, en fait, ces sites, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un système donc, très perturbé avec du labour, du traitement de sol tous les ans, et puis des zones enherbées qui sont pérennes en fait. Donc où il va y avoir un enherbement et puis une croissance des arbres, des zones où ont été plantés les arbres régulières, et donc une zone non, plus ou moins pas perturbée en fait au fil des ans. Donc là, l'hypothèse finalement du projet était de mesurer un petit peu l'influence à la fois de la zone enherbée sur l'érodibilité du sol et l'influence de la proximité de l'arbre, voir si les caractéristiques de la végétation en proximité des arbres pouvaient améliorer la stabilité des agrégats. Voilà, donc les mesures effectuées, c'était stabilité des agrégats, diversité métabolique microbienne et diversité des traits racinaires. Dans l'hypothèse qu'au plus on va avoir des traits racinaires divers, au plus on va avoir une diversité métabolique diverse. Microbienne. Bon, ça, c'est pas du tout encore testé, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Et en même temps, prendre des indices de structure de la végétation aérienne, donc hauteur, largeur des houppiers, recouvrement du sol par la strate herbacée, par la litière, etc. Donc, les premiers résultats, sur ce graphe, là, on a la stabilité des agrégats, les différents sites. La barre avec le petit T au-dessus, c'est la barre en bande enherbée, c'est les échantillons de bande enherbée. Et la barre avec le petit C, c'est les échantillons pris dans cette zone-là de culture. Donc on peut voir sur la majorité des sites, dans les 5 sites, qui ont des sols très différents, des climats légèrement différents, on a un effet de la zone enherbée. Donc dans cette zone-là, là, qui reste pérenne, on va avoir une stabilité d'agrégat plus forte que dans la zone perturbée, dans la zone labourée. Par contre, sur 3 sites, on n'a pas cette relation-là, on n'a pas cet effet. Donc c'est les 2 sites tout à droite du graphe pour vous, ici et ici, où on a quand même une très bonne stabilité d'agrégat. Et ça s'explique simplement parce qu'il y a un autre facteur qui joue beaucoup sur la structure du sol, c'est le taux de matière organique. Et en fait, dans le site ED, les barres noires, c'est ce site-là. C'est un site qui est beaucoup plus ancien que les autres, où les arbres sont bien développés. Donc on a un apport finalement de litière aérienne et de litière racinaire tous les ans qui va être assez important. Et en plus, on a des lignes d'arbres qui sont beaucoup plus proches que dans les autres sites. Et donc en fait, le sol est déjà, même en zone labourée, le sol est super stable parce qu'il y a beaucoup de matière organique, quoi. Et puis dans l'autre site qui est juste à côté, le site PS, ça c'est un site qui est à côté d'une station de traitement des déchets verts de Veolia. Et en fait, il y a un apport de compost tous les 2-3 ans. Donc là encore, on a un apport de matière organique qui va augmenter la stabilité d'agrégat. Et puis l'autre site où il n'y a pas de différence, le petit, le LB, je ne sais pas encore expliquer pourquoi. Donc voilà, plus tard peut-être. Et donc, quand on se reconcentre sur les 5 sites du milieu, là où on a un effet, on essaie de comprendre pourquoi il y avait cet effet. Et pourquoi est-ce que finalement, dans cette zone enherbée et à proximité de cet arbre, on avait une meilleure stabilité. Donc là, sur ce graphique, on voit bien, ça c'est la zone labourée, avec la stabilité d'agrégat la plus basse. Ça, c'est la zone en zone enherbée sous le houppier, où là, on a une stabilité d'agrégat la plus forte, et significativement plus forte que en dehors du houppier, toujours dans cette zone enherbée. Donc là, on a un effet de l'arbre. On a non seulement un effet de la zone enherbée, mais aussi un effet de la proximité à l'arbre. Sur cette analyse là-bas, l'ACP, on voit qu'il y a toutes les caractéristiques de végétation pérenne, que ce soit la hauteur de végétation, le recouvrement enherbé, le recouvrement de litière, vont influencer la stabilité d'agrégat, le MWD positivement. Et enfin, on a aussi l'effet, finalement, quand on est allé voir sous le sol comment ça se passait, je n'ai pas fini de traiter tous les résultats, mais on a un effet de la proportion de racines dans le sol sur la stabilité. Donc au plus on a une proportion de racines dans le sol élevée, au plus on va avoir une stabilité importante. Et ça pour 2 sites avec différentes pentes, différentes relations, mais toujours une relation positive. Et donc il y a un autre projet en cours qui est aller voir plus en détail le rôle des racines justement sur cette diversité. C'est Amandine Artan, qui est aussi en postdoc à la MAP. Alors elle travaille sur les talus routiers et de différents âges, des talus assez jeunes qui ont été mis en place il y a moins de 10 ans et d'autres plus âgés qui ont été mis en place il y a plus de 40 ans.
Ces talus, il y a un apport parfois de semences lors de la mise en place du talus, et puis après, ils sont laissés à une recolonisation naturelle des espèces végétales. Et donc là, l'idée, c'était de voir, tout au long de cette succession finalement de végétation qui se met en place, s'il y avait une variation des traits racinaires, et si cette variation pouvait influencer la stabilité des agrégats. Bon, il y a aussi la prise en compte d'une perturbation, c'est-à-dire que sur les 2 mètres les plus proches de la route, la zone est fauchée. Donc là, tous les ans, on a une zone fauchée. Bon, voilà. Finalement, on s'est vu que cette perturbation-là, le fauchage, ça n'influençait aucune différence, ni en termes de traits racinaires, ni en termes de stabilité du sol. Par contre, là, ça c'est la densité racinaire. On voit qu'il y a nettement une augmentation dans les différents talus, donc avec au fil des ans, les communautés végétales en vieillissant présentent une densité racinaire plus élevée, ainsi qu'une stabilité des agrégats. Donc on passe des niveaux instables à des niveaux stables, voire très stables pour les talus les plus anciens. Et alors ça, me demandez pas d'expliquer en détail l'analyse. C'est un modèle d'équation structurelle. J'ai à peu près réussi à l'interpréter. C'était pour tester finalement statistiquement les liens qu'il pouvait y avoir de causalité entre l'âge des communautés, les différents traits racinaires et la stabilité des agrégats. Donc elle a pu mettre en évidence que l'âge des communautés, l'âge du talus, allait influencer significativement différents traits racinaires comme la densité racinaire, le diamètre moyen racinaire. Et il n'y avait qu'un trait qui ne variait pas, c'était la concentration en azote racinaire. Et parmi tous ces traits racinaires, elle a pu montrer que l'amélioration de stabilité des agrégats était due à finalement l'augmentation du diamètre moyen racinaire au fil de vieillissement de la communauté végétale. Voilà. Et en fait, c'est fini. En préparant cette présentation, moi je me suis vraiment aperçu finalement, c'était la première fois que je faisais ce travail de synthèse un petit peu de différents travaux, et que c'était vraiment en fait intéressant parce que tous, en travaillant sur des questions en commun, sur des sujets, des projets différents, mais sur des questions communes, on a réussi finalement à avoir une idée des grands facteurs qui pouvaient influencer cette stabilité en tant que propriété de sol, climat, utilisation des terres. Pour l'instant, on n'a fait que l'utilisation des terres, mais le reste devrait arriver. Et puis également, à notre niveau, à l'échelle de la plante, comment finalement les différents facteurs pouvaient influencer la stabilité des agrégats. Moi, plus en termes de structure aérienne, Amandine en termes de diversité fonctionnelle racinaire, et puis Louise prochainement en termes de composition et de diversité microbienne. J'ai glissé diversité chimique parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais sur lequel je n'ai pas encore pu travailler. Mais il est évident que tous les exudats racinaires qui vont être libérés par les plantes vont avoir un fort effet sur la stabilité des agrégats et sur la capacité du sol à résister à l'érosion hydrique. Voilà. Et enfin, et oui, je voulais aussi dire, j'ai entendu ce matin l'histoire des compromis entre services. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important. Et nous, là, on s'est focalisé finalement sur un service écosystémique, mais il est clair que moi, dans mes parcelles agroforestières, oui, on pourrait mettre des lignes enherbées et des arbres de partout. On aurait une super stabilité des agrégats, mais il n'y aurait plus aucun rendement, en fait. Donc une production qui serait quasi nulle. Et c'est un petit peu ce qui se passe finalement sur cette parcelle-là, qui a été mise en place il y a 30-40 ans, où l'agriculteur n'a pas fait exprès de faire de l'agroforesterie. En fait, il a reboisé juste pour faire plaisir aux eaux et forêts. Et bon, maintenant, c'est une parcelle témoin d'agroforesterie. Mais au niveau rendement, il a dû arrêter l'orge et le blé. Il passe maintenant à des systèmes de légumineuses et puis il va bientôt arrêter parce qu'on a finalement trop d'ombre, un système trop dense en termes d'arbres et d'ombre pour pouvoir avoir une culture efficace. Et voilà, merci. Bien, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport à l'intervention de Yogan? Non, pas de... Eric? Oui. Pour revenir sur le facteur le plus important de la stabilité, en fait, je n'ai pas très bien compris dans le modèle d'équation structurelle si c'était le diamètre racinaire ou si c'était
la densité. Parce que là, tu n'as pas les mêmes Ouais, la densité racinaire que tu exprimais tout à l'heure, voilà. c'est des grammes de racines par centimètre cube de sol. Oui, par mètre cube, dans des kilos par mètre cube. Ça, c'est pour montrer que ça évolue effectivement au fil des ans. Et donc ça, c'est confirmé par... Mais si tu mets en relation les deux graphes, là, ça paraît... Eh ben, ça paraît corrélé, sauf qu'en fait, apparemment, d'après cette analyse-là, ça n'est pas. Les deux... Non, mais la question, c'est est-ce que la variable est dedans? Parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit dedans. Est-ce que la variable, pardon? Est-ce que cette variable-là, densité racinaire en masse, elle est dedans? Oui, oui, elle est là, c'est la densité racinaire en masse en haut là. Donc effectivement, elle évolue, elle est positivement corrélée à ça et l'âge des communautés entraîne une augmentation en densité racinaire. Mais finalement, poussant l'analyse plus loin, là, ça paraît non significatif après le rôle de la densité sur la stabilité des agrégats. Je ne peux pas trop en discuter, moi, de cette analyse-là. Mais voilà. Dans ce diapo-là, pourquoi il me donne des chiffres négatifs? Ça signifie quoi? C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir une longueur racinaire qui va diminuer, spécifique, qui va diminuer au fil des ans. Ça veut dire c'est juste le sens de variation qui diffère. D'ailleurs, sur l'exemple que tu donnais, il y a un point que je n'ai pas compris. Normalement, l'agroforesterie prévoit d'avoir un revenu de l'utilisation du bois. Oui. C'est pas le cas dans le modèle, dans l'exemple. Alors là, je ne sais plus si il compte en faire quelque chose, enfin, s'il compte le vendre ou pas. C'est quelque chose vraiment qui, à la base, n'a pas été pensé pour être un modèle agroforestier, ça. C'est vraiment, il a reboisé, il faut se mettre 40-50 ans en arrière, il a tout défriché pour faire des champs. Et puis les eaux et forêts lui ont dit, là, il faut arrêter de défricher et il faut reboiser. Donc il a plein... des subventions pour reboiser. Non, il a pris des espèces locales, il a reboisé. Et là, c'est finalement, il s'est dit, le temps que les arbres soient grands, j'ai encore 20 ans devant moi pour continuer la culture, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que tu disais, parce que tu parlais de rentabilité, mais si on parle de rentabilité, il faut aussi prendre en tête... C'est là où le compromis est intéressant, c'est que sur ces parcelles-là, finalement, on a des lignes d'arbres qui sont espacées de 25 à 30 mètres et un arbre tous les 10 mètres. Ça fait que les arbres, même quand ils vont avoir 20-30 ans, ça a été plus ou moins calculé pour qu'ils produisent... La production va baisser, mais c'est censé être compensé par après... voilà, là je ne sais pas, moi. Oui. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Thierry Fourteau, je suis directeur de l'unité à Mapin. Donc si j'ai bien compris la discussion que j'ai eue avec Christian Duprat, qui raconte ces histoires-là, il y a effectivement une diminution de la production, il faut regarder ça dans le temps, c'est-à-dire elle est beaucoup plus stable dans le temps. On diminue les risques finalement de ne rien avoir. Donc je pense que c'est un facteur aussi qu'il faut probablement considérer, aussi d'un point de vue économique, mais ça je pose aux questions aux spécialistes. Et puis la valorisation, enfin, le bois a été pris, enfin, est censé être valorisé économiquement après, ouais. Le revenu lié dans la production. Oui. C'est juste que c'est pas la même échelle de temps, donc c'est parfois difficile. Les agriculteurs ont finalement une culture tous les ans qui est répétée. Et là, après, on est plus dans une logique de foresterie où c'est au bout de 30 ans, on peut faire quelque chose du bois et après, il faut attendre 30 ans pour... Enfin bref. Gérard Souche, je suis maire éco-sol. Au niveau de la stabilité structurale, Oui. donc tu parles donc de la matière organique, de la conservateur organique, donc c'est un fait. Okay. Par contre, est-ce que tu as donc pu faire des observations en liaison par rapport aux activités des ingénieurs du sol, notamment les lombriciens, les agronomes? Non, en fait, j'étais en partie, le projet agroforesterie, je suis en partie dans le projet Agripsol aussi un petit peu. Donc là, avec l'équipe de Rennes qui bosse sur les lombriques. Moi, j'ai juste fait à chaque fois que j'ai pris un prélèvement, j'ai juste noté la présence ou pas de lombriques. Et j'ai pas traité là, voilà. Peut-être qu'il y aura quelque chose, mais c'est très présence-absence, quoi. Parce que je pense qu'il y aura une présence plus importante dans les zones enherbées. Après, le rôle vraiment du lombric sur la stabilité, non, j'ai pas fait. Ok. Bon, merci beaucoup. Donc merci encore.